Retour à BFM Politique avec Cécile Duflot et Pascal Canfin. L'interview du Point. Christophe Onodibio, directeur adjoint de la rédaction du Point. Le développement ? Bah oui, le développement et plein d'autres choses. Bonsoir Cécile Duflot, bonsoir Pascal Canfin. Bonsoir. Je voudrais qu'on regarde quelques images. C'était le défilé de Chanel au Grand Palais mardi dernier. Voilà, donc des éoliennes, des panneaux solaires. L'écologie ravalée, un accessoire de mode, est-ce que ça vous fait bondir ? Écoutez, moi je vais vous donner un exemple concret sur les éoliennes et les panneaux solaires dans le champ de ma responsabilité gouvernementale. Mardi, dans 2 jours, sera voté au conseil d'administration de ce qui s'appelle l'Agence française de développement, qui est la banque publique qui intervient dans les pays du Sud pour financer des projets de développement. Sera votée la politique énergétique, la stratégie pour les 3 ans à venir. Nous allons investir entre 5 et 6 milliards d'euros dans les 3 ans qui viennent sur les énergies renouvelables, celles qui sont là, et sur l'efficacité énergétique. D'accord, mais là, c'est pas l'Agence française de développement, c'est la mode qui s'empare de ça. Non, mais c'est bon signe, je sais pas, ça peut aussi vous toucher. D'abord, ce qui compte, c'est que on est là pour faire des choses politiquement, et on va faire 6 milliards d'euros, c'est pas rien, qui vont aller vers les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique dans les pays du Sud, notamment en Afrique, pour leur permettre de se développer, de lutter contre la pauvreté, tout en inventant un chemin de croissance et de développement qui est respectueux des grands équilibres de la planète. Ça, c'est ma responsabilité en tant que ministre écologiste au développement, et donc je préfère, excusez-moi, je préfère parler de ça que de commenter la Non, mais Cécile Duflot, mais l'éolienne qui devient vraiment un objet de luxe, est-ce que ça vous... Et c'est là où je dois avoir une grande pensée profonde. Honnêtement, effectivement, je vais faire comme Pascal. C'est que je vais dire, et ce qui se passe, c'est effectivement que ça rentre pas seulement dans les mœurs, mais que voilà, on a beaucoup dit à certains moments que certains disaient que les éoliennes, ça pouvait être pas très joli. Voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fonctionne. Et ce qui est sûr aussi, c'est que le Parlement français a voté il y a quelques jours l'abrogation des dispositifs qui empêchaient le développement de l'énergie éolienne. Il faut continuer la recherche, d'ailleurs, faire avancer ce type de production. Je pense notamment au solaire par concentration. Pour transformer la France en ventilateur, vous a dit l'intervenant communiste. Franchement, qu'est-ce que vous voulez qu'on réponde ? Bon, en tout cas, voilà. Non, mais vous entendez le ridicule de la formule ? Est-ce que vous lui dites, voilà, regardez Karl Non, je dis regardez ce qui marche, regardez ce qui marche. Encore faut-il que ce soit le pharaon de la mode, de ce qui est la mode. Regardez ce qui marche. Alors, voilà. Au Maroc, en juillet dernier, Pascal Canfin, en tant que ministre du Développement, vous avez évoqué le droit des femmes. Est-ce qu'il faut continuer à aider des pays qui ne respectent pas le droit des femmes ? Je pense à la Tunisie, où cette femme, donc violée 4 fois par des policiers, vit dans l'angoisse d'une inculpation pour atteinte à la pudeur. Mais il faut avoir une politique qui aide le droit des femmes concrètement. Si, en plus d'une situation qui peut parfois être extrêmement complexe dans certains pays, vous évoquez la Tunisie, nous qui sommes les alliés du droit des femmes, on se retirait, quelles seraient les conséquences ? Ce serait encore pire pour les femmes concernées. Et donc, nous devons être présents et porter un message qui est un message effectivement de respect, de lutte contre toutes les discriminations entre les hommes et les femmes ou sur les questions du genre de manière générale. Donc c'est le message que porte la France et se retirer serait à mes yeux contre-productif. Est-ce que ça ne peut pas être assorti à des garanties ? Je veux dire, on aide ces pays. C'est combien l'aide à la Tunisie ? C'est plusieurs centaines de millions. Voilà, de leur dire d'assortir ça à un respect de valeurs qui sont pour le genre humain en général fondamental, le respect de l'égalité de l'homme et de la femme. C'est ce que je vous dis. Si on se retire, on perd le levier avec lesquels on peut agir. Oui, mais si on continue, il faut mettre des conditions, comme le dit. Mais si vous mettez des conditions qui sont de dire dorénavant l'égalité doit être effective entre les hommes et les femmes demain en Tunisie, soyons honnêtes, qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que vous vous retirez. On est d'accord, vous ne cachez pas derrière votre petit doigt. La conséquence, c'est quoi ? Non, mais la conséquence, vous vous retirez. Bon, moi, je considère que si on se retire, donc, nous avons ce message, nous l'avons en permanence, ce message. Mais en faire une condition, c'est comme les droits de l'homme dans les pays d'Afrique subsaharienne, avec lesquels nous avons un certain nombre d'interrogations, de désaccords sur la façon dont les systèmes politiques fonctionnent. Nous leur disons, le président de la République ira à Kinshasa au sommet de la francophonie dans quelques jours. Je l'y accompagnerai avec Laurent Fabius et Yamina Benguigui. Il fera ce message. Mais de là en faire une condition qui ferait qu'on perdrait tout contact avec les gens que nous souhaitons aider. Alors, il peut dire, puisque ça n'a pas de conséquences. Écoutez, vous croyez vraiment que c'est depuis Paris
que nous allons donner un diktat en disant dorénavant en Tunisie ou en RDC, il faut qu'il se passe telle et telle politique. Non, mais il faut qu'il on se n'en passe- est non, plus mais- là. Il faut comprendre aide, quand que même. l'évolution... Oui, mais il faut comprendre que le monde a changé et que nous ne sommes plus dans cette logique entre guillemets néocoloniale où nous avions une sorte de responsabilité et nous pouvions leur dire il faut faire ceci ou il faut faire cela. Et ça, honnêtement, c'est très bien. Moi, je m'en félicite. Ouais. Et donc, nous avons des valeurs. Nous avons des discours, nous le disons. Là, nous avons une aide, ce qu'on appelle une Mais aide sur au la ministère Tunisie, des on vous a Affaires pas- étrangères. Nous Je- avons une aide à On la vous a entendu gouvernance. sur les Pussy Riot, on a le Nous avons une le aide à la sonore. gouvernance. 100% de cette aide va sur le respect des droits des femmes, le respect des droits de l'homme. Écoutons ce que vous disiez au sujet des Pussy Riot. Donc c'est voilà. C'est le Écoutons, on gros a le sonore. proche, hein, de Je suis ministre, mais je suis français. Et je pense que dans les valeurs de la France, il y a le respect de la liberté d'expression. On s'est battu pour ça. On se bat pour que ça existe aussi ailleurs. Être exemplaire, c'est défendre les valeurs auxquelles on croit. C'est ça l'exemplarité. C'est pas la fermer. Mais sur la Tunisie, on vous a pas entendu énormément. En tout cas publiquement. Moi, je me souviens à l'époque, Ramayad, Kadhafi, qui était fréquentable à l'époque. On accueillait Kadhafi, il était là et elle ne se privait pas Mais pour il le faut- critiquer. La question n'est pas de savoir si on fait une petite polémique facile et je fais un communiqué Ouais. de presse. La question est de savoir si on peut contribuer à travers notre politique à faire évoluer les choses en profondeur dans la société tunisienne, puisque Mhm. vous parlez de la société Bien sûr. tunisienne. Et donc, par exemple, j'ai discuté avec Najat Vallaud-Belkacem, pas plus tard que la semaine dernière, pour savoir quelle initiative nous pourrions prendre ensemble, sans créer justement les conditions qui feraient que notre message deviendrait inaudible, parce qu'il serait pris dans une polémique. Donc comment on le rend Eh audible ben, C'est souterrain. Justement, c'est d'abord ne pas faire des grandes déclarations, Mm. contrairement à ce que vous me pousseriez à faire. Oh non, je suis pas Non, mais votre si je fais conseiller. ça, c'est contre-productif Mm. pour la cause que l'on défend, c'est-à-dire les droits de l'homme et les droits des femmes. Et donc, nous faisons des choses, mais nous les faisons sans le dire. Alors, on reparle d'islamisme radical en France en ce moment, hein, aujourd'hui. Le Qatar, monarchie wahhabite, où les partis politiques sont interdits, où dans les universités, les filles et les garçons étudient dans des campus séparés. Donc, créer ce fonds d'investissement de 50 millions d'euros destiné aux banlieues françaises. Quel regard portez-vous l'un et l'autre sur cette mesure de développement ? Mesure de développement, oui, enfin, en l'occurrence, c'est un peu l'inverse. tiré par les cheveux. Mhm. Non, il y a effectivement d'investissement, des nouveaux ouais. intervenants Mhm. sur la scène mondiale. Ce sont les Qataris et les pays du Golfe. Je précise, même si ça n'est pas directement lié à votre question, que qu'est-ce qui nourrit la puissance de ces pays? Ce sont leurs recettes pétrolières. Mhm. Et que si nous voulons garder un équilibre avec ces pays, il serait bienvenu d'avoir une politique énergétique qui diminue notre dépendance au pétrole. Et c'est exactement ce que nous portons. Donc si derrière votre question, il y a de manière légitime le rééquilibrage et le risque que peut faire courir une forme de diplomatie des pays du Golfe, qui serait derrière une sorte de Une poisson... action, même. Tout à fait, non, mais de cheval de Troie pour un islamisme, etc. Je vous dis que le risque, nous, on l'a identifié, mais surtout, on veut diminuer la pression et la dépendance que nous avons au regard de ces pays qui, effectivement, ont des excédents colossaux qui sont constitués de Comment c'est notre lié? Vous argent. avez dit on a évalué le risque, c'est-à-dire Non, c'est pour ça. Et donc, Ouais. nous l'avons évalué, Ouais. ce qui veut dire que ce gouvernement Mhm. a discuté avec les États concernés, Mhm. avec les opérateurs concernés, de façon à réorienter les actions qui étaient prévues, à faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y a 1 euro du Qatar, il y a 1 euro de la France, de façon à ce qu'on puisse bien estimer Mais et même à évaluer ce qui va être 50-50, fait. c'est pas encore Ben non, trop. puisque si ce qui est fait est conforme aux valeurs, aux politiques que l'on souhaite mener dans les quartiers en France, ensuite, il y a pas de, c'est pas problématique, si vous voulez, qu'on s'associe à d'autres à partir du moment où le cadrage est extrêmement clair. Cécile Duflot, est-ce que vous comprenez par exemple que certains élus s'inquiètent, par exemple Claude Dillin, sénateur PS, ancien maire de Clichy-sous-Bois, qui s'indigne? Est-ce qu'on peut imaginer par exemple les États-Unis investissant 10 millions d'euros dans l'éducation nationale? Parce qu'au fond... Mais la question qui se pose, c'est qu'effectivement, personne n'a trop relevé quand le Qatar a investi dans des grands hôtels, puis dans un Ça a été fameux relevé. Si, club si, de ça a foot. été relevé. Oui, ça a Il y été a eu relevé. des unes, il y a eu des... ouais. Ça a été relevé. Mm. Là, on touche à une situation plus compliquée, C'est pas privé. En fait. puisque c'est de l'investissement qui n'est pas un investissement très identifié. C'est sur une multitude de petits projets. Comme l'a dit Pascal Canfin, la question qui se pose, c'est quelle garantie politique? Pourquoi le Qatar fait ce choix d'investissement? Parce que je vais poursuivre ce qu'il a dit. Son économie aujourd'hui très prolifique est liée à la rente pétrolière, dont il sait qu'elle va trouver ses limites. Donc il cherche d'autres voies Donc on d'investissement. est là pour qui aider le permettent- Qatar Non, finalement à vous trouver m'avez un autre absolument pas. dérivé Vous de ne m'avez développement. pas laissé finir.
Je dis simplement qu'il y a des politiques qui sont des politiques de solidarité, qui sont des politiques d'équilibre des territoires, qui sont des politiques d'attention aux territoires meurtris. Ça vaut pour les quartiers et la politique de la ville, mais ça vaut aussi pour les zones rurales. Et c'est le sens de la politique d'égalité des territoires que je mène et que mène ce gouvernement. Ces politiques-là sont des politiques qui sont du ressort des pouvoirs publics. C'est une évidence. Ce ne peut pas être un quelconque pays étranger qui intervient là où on a besoin de solidarité nationale, là où on a besoin d'investir. Et Claude Dillin, vous avez évoqué ses propos. Il est maire d'une ville, Clichy, pour laquelle nous sommes allés avec l'ensemble des intervenants, le président du conseil régional, du conseil général, pour aider, pour signer un accord qui permettra de mettre en œuvre un projet pour sortir la copropriété du Chêne Pointu de la situation terrible dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Donc oui, l'État est mobilisé, l'ensemble de ces collectivités locales sont mobilisées au service de ces quartiers et on ne doit trouver aucun prétexte pour ne pas y intervenir. C'est vraiment la politique d'égalité des territoires qui est menée dans ce cadre-là. Une question sur l'actualité, vous l'avez dit tout à l'heure, François Hollande va se rendre à Kinshasa, il fait une étape à Dakar, il va répondre au discours de Nicolas Sarkozy. Il n'est pas là pour faire le contre-discours de Dakar contre Nicolas Sarkozy. Si vous voulez, il le fait en positif, sur sa propre vision. Donc, il fera ce discours. Moi, je ne vais pas vous dire maintenant, quelques jours avant lui, ce qu'il va dire. Mais ce qui est sûr, c'est que la politique, la façon dont nous menons la politique africaine, si je peux y consacrer quelques secondes, a considérablement changé par rapport au gouvernement précédent sur l'aspect institutionnel. Vous savez que mon ministère s'appelait le ministère de la coopération et du développement. En gros, le ministère de la coopération, historiquement, c'était le ministère de l'ex-champ colonial. Le Premier ministre et le Président de la République ont décidé de supprimer ce ministère de la coopération et de le remplacer par un ministère du développement. Je pense que c'est un choix historique sur lequel il sera difficile de revenir. Parce que finalement, c'est une modernisation de notre politique qui prend acte. Ali Bongo. Non, justement. C'est vrai, l'élection de Ali Bongo est contestée, et François Hollande le reçoit aussi. Je veux dire, qu'est-ce qui change concrètement ? Le changement, c'est que, d'abord, il n'a pas fait les déplacements que son prédécesseur a fait. Le changement, ce sera le discours et le contenu du discours qu'il fera à Dakar, qui sera assez différent du discours de Nicolas Sarkozy, mais ce n'est pas à moi, évidemment, ce n'est pas à moi de vous le dire maintenant. Par ailleurs, en termes institutionnels, il n'y a plus de sous-ministre des Affaires africaines. Il y a un ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, qui gère la totalité des relations diplomatiques et bilatérales avec l'ensemble des pays, y compris les pays africains. Et il y a une cellule diplomatique à l'Élysée. Il n'y a plus de cellule africaine à l'Élysée qui était distincte de la cellule diplomatique. Les personnes, évidemment, qui s'occupent de l'Afrique, heureusement qu'il y en a, sont intégrées à la cellule diplomatique. Et donc, nous avons normalisé. Il n'y a plus nous avons totalement qui avaient normalisé. l'habitude de s'adresser à leurs intermédiaires ne le font plus. Notre responsabilité, c'était de normaliser la façon dont les politiques étaient menées, et c'était dysfonctionnel, et ça faisait... Allez, pour être gentil, 30 ans qu'une partie de la société civile française, les organisations non gouvernementales demandaient cela. Le Premier ministre et le Président de la République l'ont fait, et depuis 4 mois, nous nous tenons dans ce cadre-là. Ensuite, il y a des entreprises qui sont actives en Afrique. Je vous donne 2 exemples de politiques que nous menons, si vous me laissez le temps. Le premier exemple, c'est que avant-hier, avec Pierre Moscovici, nous avons annoncé le fait que la France va être le premier pays à soutenir l'initiative de la Banque mondiale qui va permettre aux États africains de payer des consultants, des avocats, des fiscalistes lorsqu'ils négocient les contrats avec les grandes multinationales, y compris les grandes multinationales françaises. Aujourd'hui, nous avons une situation totalement déséquilibrée. Vous avez des armées d'avocats qui arrivent et qui, à la fin, font signer des contrats inéquitables. Eh bien, nous finançons la construction de ce cadre équitable pour signer les contrats. Et donc ça, c'est un changement profond. Mais vous parlez de justice et d'équité. Moi, je voudrais juste poser juste une petite dernière question. On va vous répondre comme vous pouvez. Mais donc François Hollande va à Kinshasa, dirigé par la RDC, dirigée par Kabila, dont aussi l'élection est contestée. Il y a des violences. Est-ce que c'était une bonne idée quand même de faire là ce sommet, quoi. Qui a décidé que ce sommet serait à Kinshasa? Certainement pas François Hollande, puisque c'était décidé avant. Non, mais je précise quand même. Donc ensuite, la situation a été évaluée. Je dirais spontanément, François Hollande se posait vraiment la question de savoir si c'était pertinent d'y aller ou pas. La plupart des gens
qui sont les amis de la francophonie, des gens comme Macky Sall, qui ont été élus parfaitement démocratiquement, dirigeant du Sénégal, lui a dit, il faut que vous alliez à Kinshasa. Et donc, en écoutant tout le monde, et notamment les chefs d'État qui ont été élus démocratiquement, et il y en a quand même de plus en plus, il ne faut pas avoir une vision caricaturale de l'Afrique, il a pris sa décision et il tiendra le discours de fermeté sur la question des droits de l'homme et de la démocratie. Merci Christophe, mais le temps passe. Hein. Oui, on a fait plus long d'ailleurs que prévu.